Le gouvernement chinois vient renforcer les préparatifs du sommet de la SADC en offrant ses véhicules Anki aujourd'hui à Yavlou. Dans un mois exactement, la 45e session du sommet de la SADC s'ouvrira officiellement à Antananarivo. Les préparatifs avancent bien et entrent actuellement dans leur phase finale. Cet événement, qui sera une fierté nationale, marquera l'histoire et sera organisé dans le respect des normes et du prestige qu'il mérite, a déclaré le président Andry Rajoelina, qui tient à remercier tout particulièrement la Chine pour ce geste de grande envergure. L'ambassadeur chinois Xi Jinping a partagé cette même vision de l'importance de cet événement. Selon lui, l'accueil de ce sommet par Madagascar contribuera à rehausser l'image du pays sur le continent africain et à le faire rayonner aux yeux du monde entier. Les 16 véhicules Anki remis aujourd'hui serviront au transport des chefs d'État africains, membres de la SADC attendus à Madagascar au mois d'août. Ces voitures resteront ensuite la propriété de l'État malgache. Ce sommet de la SADC, organisé pour la toute première fois sur le sol malgache, constitue également un moment historique. Ce sera la première fois qu'un président malgache, en l'occurrence Andry Rajoelina, assurera la présidence du groupe. Le peuple malgache se prépare ainsi à accueillir un événement majeur et porteur d'histoire. Selon la déclaration officielle publiée par le conseil d'administration de Madagascar Airlines, les fonctions du directeur général Thierry de Bailleul arriveront légalement à leur terme le 31 juillet 2025, conformément au contrat signé. Aucune décision officielle n'a encore été prise quant à un éventuel renouvellement de son mandat et les autorités compétentes sont encore en phase d'analyse. Thierry de Bailleul a pris les rênes de la compagnie en décembre 2022. Son mandat avait alors été prolongé de 6 mois supplémentaires en raison des résultats jugés satisfaisants et des avancées enregistrées dans le cadre du plan Phoenix 2030. Ce plan repose sur un redressement en profondeur de la qualité des services, le renouvellement progressif de la flotte, l'intégration des technologies numériques ainsi que le renforcement du positionnement stratégique au sein de l'aéroport d'Ivatu. De son côté, le ministère des Transports appelle au calme et a souligné que l'État est ouvert en ce qui concerne le poste de directeur général de cette compagnie aérienne à travers un appel à candidature destiné aux Malagasy remplissant les critères requis. Toutefois, la poursuite du mandat du directeur actuel n'est pas exclue, ce dernier ayant accompli un bon travail selon les propos du ministre Valery Ramontzavelu. Sur les 299 198 candidats inscrits à l'examen du BEPC pour l'année scolaire 2024-2025, 170 498 ont été admis. Au total, 289 246 candidats se sont effectivement présentés aux épreuves, tandis que 9 952 étaient absents. À titre de comparaison, 505 687 candidats s'étaient inscrits en 2024 avec un taux de réussite de 76,65%. Pour cette année 2025, c'est la Cisco d'Anvarajan qui enregistre le meilleur taux de réussite dans la Draine en Alamangue, avec 59,50%. Il est suivi de la Cisco d'Antananarivo en Simjan qui atteint 57,39%, puis de la Cisco d'Antananarivo en Vuic avec 57,35% et enfin de la Cisco d'Ambujachim avec 55,92%. Actuellement, les inscriptions sont ouvertes dans tous les établissements publics du pays. Les dernières consignes ont été données aux candidats au baccalauréat de cet établissement privé à Mbuimanaren. On leur a également expliqué comment remplir les feuilles d'examen. À 4 jours du début des épreuves, les élèves affichent leur détermination, malgré une légère appréhension pour la philosophie, les mathématiques et l'histogéo. Ils consacreront ces derniers jours à la maison aux révisions intensives selon eux. Dans cet établissement, les convocations ont été distribuées assez tôt afin de permettre aux 40 élèves, dont le Benjamin est âgé de 14 ans, de bien se préparer. Les épreuves du baccalauréat se dérouleront du 21 au 25 juillet.
À Madagascar, 221 872 candidats sont inscrits cette année, dont 14 666 candidats libres. Les joueuses de la catégorie féminine des moins de 16 ans suivent actuellement un regroupement au Palais des Sports de Mamasn sous l'égide de la Fédération malgache de volleyball. Ce stage servira à constituer l'équipe nationale féminine U16 qui représentera Madagascar au championnat d'Afrique qui se tiendra en Tunisie. Ce championnat d'Afrique est d'autant plus important qu'il s'inscrit dans le cadre des qualifications pour le championnat du monde, ce qui rend compte le soutien de tous indispensable. Pour le moment, 37 jeunes filles issues de la région d'Analamang participent à ce regroupement quotidien à Kourjan. Ensuite, une compétition nationale est prévue à Thomas au début du mois d'août et permettra de sélectionner les joueuses venant des autres régions. La fédération est suspendue à la décision des autorités compétentes, lesquelles décideront sous peu de notre participation ou non à ce championnat. Pas l'ombre d'une rizière cette année autour du village de Mishrab. Il était pourtant connu pour l'odeur douce et boisée de ces champs de riz ambre cultivés ici depuis des siècles, mais les réserves d'eau sont au plus bas. L'irrigation des terres par inondation n'est plus envisageable. J'ai planté du blé et non plus du riz parce qu'il germe grâce à l'eau de pluie. Nous sommes profondément liés à notre histoire et notre vie est centrée autour de la culture du riz ambre. La population en dépendait comme moyen de subsistance et source alimentaire principale. Mais maintenant, où peut-on encore trouver l'odeur du riz ambre? Il n'y a plus d'eau. L'Irak traverse l'une des plus graves sécheresses de son histoire. Des mesures d'urgence ont donc été prises pour économiser l'eau. À peine 500 hectares de riz ambre ont été semés, soit 30 fois moins que l'an dernier. Et les canaux d'irrigation agricole sont fermés. Toutes les ressources sont redirigées vers le réseau d'eau potable. Maintenant, ça fait 4 mois que le canal est asséché. On s'est dit, si on n'a plus le riz, au moins qu'on ait un peu d'eau. C'est la 4e année que nous ne pouvons pas cultiver. Nous ne sommes pas indemnisés et ne recevons aucune compensation pour le riz ni pour le bétail. Où devons-nous aller? Certains ont émigré. Plus au sud, la même question se pose. Les marais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO luttent aussi pour leur survie. Sous l'effet de la chaleur, ils s'évaporent à raison de 3 cm par jour et les écluses sont fermées pour empêcher les eaux de l'Euphrate d'entrer dans les marais. De celles-ci s'échappe une odeur pestilentielle. Ce sont des tortues qui migrent depuis les marais vers l'Euphrate, parce que les eaux de l'Euphrate sont un peu meilleures et que celles des marais sont très salées. Tu peux voir tout le long des marais de grands nombres d'animaux morts. C'est un dérèglement clair et extrêmement grave de la chaîne de l'équilibre écologique en Irak. La flore de ces marais antiques, elle aussi, se transforme. Des arbustes du désert remplacent par endroits les plantes aquatiques. Les éleveurs de buffles d'eau doivent à présent acheter les ressources qui commencent à manquer. La charge devenue trop lourde pousse certains à quitter les marais. Les arbres et la végétation ont presque disparu. Le bétail est mort. Les habitants ont beaucoup souffert. On ne peut plus vivre ici. Mais même si l'eau disparaît, la culture des marais perdurera. On ne change pas. Certains reviendront perpétuer les traditions lors des saisons plus clémentes, mais ces dernières années, les migrations climatiques internes se multiplient en Irak et le patrimoine environnemental historique du pays semble toujours plus fragile face au dérèglement du climat. Sur ce rond-point de la ville de Souéda, il ne reste plus que des ruines d'une statue à l'effigie d'un personnage historique druze. D'autres sculptures du même type ont été saccagées, considérées comme blasphématoires par les islamistes radicaux. Sur cet autre rond-point, ces hommes des forces de sécurité syriennes s'affichent fièrement devant les décombres, en arborant le drapeau des HTC, le groupe de l'actuel homme fort de la Syrie, Ahmed al-Shara, qui promettait pourtant d'en finir avec les divisions interethniques. Nous ne permettrons pas la division de la Syrie. La Syrie est pour tous les Syriens, avec toutes ses ethnies, et pour tous ceux qui vivent sur cette terre bénie. Depuis dimanche, des dizaines de Druzes sont morts dans des affrontements avec des tribus bédouines. Et même si les autorités affirment avoir obtenu un cessez-le-feu, des nuages de fumée s'élevaient dans la journée de mardi au-dessus de la ville de Souéda et des tirs se faisaient toujours entendre. L'État hébreu, allié des Druzes,
revendique de son côté de nouvelles frappes après une première salve lundi. Nous avons l'obligation de protéger la région sud-ouest de la Syrie en tant que zone démilitarisée à la frontière d'Israël. Nous avons également l'obligation de protéger les résidents druzes. Nous le faisons en intensifiant nos actions. J'espère que nous n'aurons pas à agir davantage. Les autorités syriennes affirment intervenir pour rétablir la sécurité et accusent Israël d'enliser la situation. Les frappes israéliennes ont visé des postes et des patrouilles de la police militaire syrienne pour renforcer le chaos. Des convois de l'armée syrienne ont également été visés. Jusque-là, Soueida et ses 150 000 habitants ont été tenus par des combattants de plusieurs factions druzes. L'une d'elles a fait volte-face après avoir accepté dans un premier temps de rendre les armes. Elle reproche au gouvernement syrien de ne pas avoir respecté son engagement à entrer pacifiquement dans la ville. Plusieurs ONG accusent en parallèle les forces syriennes d'avoir exécuté plusieurs civils druzes depuis leur entrée dans Soueida. Une fuite massive de données qui aurait pu mettre en danger des milliers d'Afghans. Le gouvernement britannique fait son mea culpa et révèle un programme jusqu'ici tenu secret. Cet incident grave lié aux données n'aurait jamais dû se produire. Il s'est peut-être produit il y a 3 ans sous le gouvernement précédent. Mais à toutes les personnes dont les informations ont été compromises, je présente aujourd'hui mes plus sincères excuses au nom du gouvernement britannique. En février 2022, 6 mois après le changement de régime en Afghanistan, un membre de l'administration britannique fait fuiter par erreur les informations personnelles d'environ 19 000 Afghans ayant demandé l'asile au Royaume-Uni. La majorité d'entre eux travaillaient pour les autorités britanniques avant la chute du gouvernement afghan. Le ministère de la Défense ne prend connaissance de la fuite qu'à l'été 2023, soit près de 2 ans après le retour des talibans au pouvoir. Face au risque de représailles qui pèsent sur les travailleurs afghans et leurs familles, le gouvernement du Premier ministre conservateur de l'époque, Rishi Sunak, décide alors de ne rien dire et de les accueillir sur son sol, sans en informer l'opinion publique. À ce jour, 900 travailleurs afghans ayant bénéficié du programme ARAP se trouvent en Grande-Bretagne ou en transit, accompagnés de 3600 membres de leur famille, pour un coût d'environ 400 millions de livres sterling. À compter d'aujourd'hui, aucune nouvelle offre de relocalisation vers la Grande-Bretagne ne sera proposée dans le cadre du programme ARAP, qui est maintenant fermé. Environ 600 Afghans et leurs proches devraient être accueillis au Royaume-Uni d'ici la fin du programme, pour un coût supplémentaire de 450 millions de livres sterling.